savez peut-être pas, mais vivre avec une maladie orpheline, c'est vraiment pas de tout. Il y a peu de ressources disponibles et l'aide est souvent quasi inexistante, ce qui laisse la personne atteinte souvent bien seule avec ce méga défi dans le fond à relever. J'ai décidé de présenter cette vidéo, dans le fond, ce projet-là, afin de sensibiliser les gens sur les enjeux, dans le fond, médicaux, les enjeux financiers, les enjeux psychologiques et physiques que représente la vie d'une personne qui est atteinte d'une maladie orpheline. Pourquoi? Parce que ces temps-ci, évidemment, on entend abondamment parler de cancer. Pourquoi? Parce que c'est probablement rendu la cause numéro 1 de mortalité au Québec, mais également parce que le cancer frappe l'imaginaire. C'est souvent expéditif, c'est malheureusement souvent apparent. Ça prend par surprise et ça jette idéalement les gens et les familles qui sont éprouvées par ça. En fait, ça les jette sur le cul finalement. Par contre, les maladies orphelines n'ont pas la même vitrine. Pourquoi? Parce que c'est des maladies qui sont souvent invisibles. C'est des maladies où les gens, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont atteints. La recherche coûte extrêmement cher et la médication, lorsqu'elle est disponible, coûte souvent extrêmement cher également. Donc, évidemment, comme on en parle peu, ben, les gens n'ont pas souvent beaucoup de ressources, n'ont pas souvent beaucoup de place où se virer pour pouvoir finalement avoir de l'aide en lien avec ça. Il m'apparaît dans le fond important de faire ce projet-là. En fait, pourquoi? C'est pour apporter un éclairage sur les conséquences d'une telle maladie, mais surtout aussi la vision d'une personne atteinte et également d'une personne qui a travaillé dans le domaine de la santé. Donc, le but, dans le fond, c'est d'apporter le plus possible un éclairage, dans le fond, sur ce que c'est la maladie, ce que ça apporte, mais dans le fond, c'est ma vision aussi. Puis c'est ma vision avec les outils que je me suis doté au fil des années, comment j'ai fait pour passer à travers ça, comment on vit avec un diagnostic, comment on vit avant un diagnostic, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Évidemment, quand vous ne savez pas ce que vous avez, les implications sont souvent assez catastrophiques, que je vous dirais. Le projet, dans le fond, ça s'adresse aussi bien aux gens qui sont atteints de maladies orphelines qu'aux familles qui les accompagnent, qu'aux gens proches, mais aussi aux professionnels de la santé qui souvent comprennent les traitements, comprennent ce que ça implique, mais ne comprennent pas ce que les gens vivent. En fait, pour moi, c'est d'essayer de sensibiliser, dans le fond, tous ces gens-là. En fait. Il est également important pour moi de vous faire une petite nuance, en fait, d'apporter une précision. Je vous dirais que je ne suis pas médecin. J'aimerais bien ça l'être, mais je ne suis pas médecin. Je ne suis pas psychologue et évidemment, je ne suis pas coach de vie non plus. Donc, je suis bien juste un être humain qui vit une maladie, qui vit une problématique et je vais essayer de vous raconter, dans le fond, le plus humblement possible, le plus humainement possible, par quoi je passe et ce que ça implique également. Donc là-dessus, bon visionnement. Je me nomme Michel Sévigny-Belair, j'ai 41 ans, je suis atteint d'une maladie orpheline grave et voici mon histoire. Merci d'être toujours là. Vous avez entendu dans la vidéo d'introduction, je parle de maladie orpheline.
Eh bien, avant de continuer, je pense qu'il serait important de définir ce qu'est une maladie orpheline. Maladie orpheline, maladie rare, le terme est similaire, mais malheureusement ne veulent pas tout à fait dire la même chose. On dit tout d'abord, on dit d'une maladie rare, qui est une maladie qui a une faible prévalence dans une population. On parle d'environ une personne sur 2000 d'atteinte. Actuellement, dans le monde, il y aurait autour de 7000 maladies rares qui auraient été, dans le fond, trouvées. Mais évidemment, il y a probablement d'autres maladies rares qui existent et que les médecins n'ont malheureusement pas rien trouvé encore et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Maladie orpheline, ça vient de où par contre? Parce qu'évidemment, maladie orpheline est une maladie rare également. Le terme orphelin est apparu dans les années 80 aux États-Unis et définissait en fait une maladie rare qui n'existait pas de traitement. Donc, pas de traitement et où les traitements étaient seulement pour les symptômes. Donc, il n'y a pas possibilité d'amélioration de la maladie comme telle. Qu'est-ce qui complique la chose dans les maladies orphelines? Évidemment, c'est les recherches coûtent cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, évidemment. C'est souvent des maladies qui sont problématiques ou des maladies qui sont génétiques, compliquent un peu le traitement et c'est souvent, malheureusement, pas rentable pour les compagnies pharmaceutiques de produire des traitements parce que comme les traitements coûtent extrêmement cher et il n'y a pas beaucoup de gens atteints, malheureusement, demander le calcul est facile à faire. Donc, il y a certains traitements qui existent, il y a certaines maladies qui ont plus de recherche que d'autres, dont entre autres la fibrose kystique. Mais ça reste que c'est quand même pas simple et ça ajoute au fardeau des gens qui sont atteints. Déjà que c'est compliqué de se faire diagnostiquer, bien, lorsque vous avez le diagnostic, ce n'est pas nécessairement dit que vous allez avoir le traitement et que vous allez avoir ce qu'il faut pour vous soigner. Ceci étant dit, je vais vous mettre à l'écran le lien pour le regroupement québécois des maladies orphelines. C'est de là que j'ai pris mes informations également. Vous aurez plus d'informations en fait sur les maladies orphelines. Et ça me permettra de poursuivre également sur mon histoire à moi. Donc, bonne écoute. La vie est un long fleuve tranquille. J'ai entendu ça tellement souvent. Je ne sais pas, en tout cas, bref, dans ma vie à moi, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Comme j'expliquais dans l'introduction, j'ai décidé de faire ce projet-là, en fait, pour essayer de sensibiliser les gens, en fait, à ce que c'était la souffrance, à c'était quoi vivre avec une maladie rare, une maladie orpheline, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qui se cache derrière le regard de ces gens-là qui sont atteints, le regard de ces gens-là qui sont souvent malheureusement stigmatisés par la population parce que, bon, bien évidemment, c'est dans notre tête, on est des gens qui veulent avoir de l'attention, qui cherchent l'attention, on est des gens qui souffrent pour rien, on a juste à faire comme tout le monde, fermer notre gueule puis continuer à avancer. Bref, tant de choses que j'ai entendues toute ma vie. Mais malheureusement, être malade, c'est vraiment pas de tout repos. Et surtout être malade de façon quotidienne. Et il y a une vie avant le diagnostic et il y a une vie après le diagnostic. Et pourquoi je fais la différence entre les deux? Parce que je vous confirme que la mienne a également changé beaucoup. Évidemment, moi, j'ai une chance que beaucoup de gens n'ont pas, c'est-à-dire que je suis technicien ambulancier paramédic de formation. J'ai pratiqué pendant 12 ans, donc j'ai une excellente formation, j'ai une excellente connaissance médicale, ce qui m'a énormément aidé, en fait, dans mon cheminement de maladie. Mais également, c'est ce qui m'a permis de découvrir la maladie. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Et ça m'a donné des outils, en fait, pour affronter cette espèce de spirale-là. Et je suis également un massothérapeute de formation, donc j'ai quand même plusieurs connaissances médicales, je vous dirais, qui m'ont permis, moi, comme patient, en fait, de passer au travers. Avant d'aller vers, évidemment, le diagnostic et vers ce qu'est la maladie qui m'atteint, je trouve ça important de vous expliquer un peu l'enfance par où j'ai passé. Je ne vous parlerai pas de la naissance, parce qu'évidemment, c'est un point que moi, je ne me souviens pas. Tant mieux que mon père m'a quand même conté plusieurs choses. Je sais que ça n'a pas été une naissance, en fait, qui a été facile. Donc, c'est clair que j'allais déjà pas bien à la naissance. Mais l'enfance, du plus loin que je puisse me souvenir, pour moi, a été une enfance qui a été extrêmement difficile, extrêmement souffrante. Et je ne vous parlerai pas tout de suite de la maladie que j'ai, parce que je veux un peu vous faire cheminer par rapport au diagnostic un peu plus tard, en fait, mais je vais quand même vous parler des symptômes, évidemment, que je vivais.
Imaginez-vous, vous avez un enfant en bas âge, je ne sais pas, moi, peut-être 3-4 ans, et cet enfant-là commence à se plaindre régulièrement de maux de ventre. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Bon, ben, fait une ou deux diarrhées. Finalement, ça ressemble typiquement à une gastro-entérite. Mais c'est extrêmement virulent, ça dure que quelques heures et un coup les symptômes passés, pouf, c'est comme si il ne s'était jamais rien passé. Et ça arrive fréquemment. Ben, vous faites, vous faites voir l'enfant chez un médecin. Évidemment, les médecins passent les prises à sang, font des tests d'usage, il n'y a rien. Bon, et ben, peut-être que l'enfant fait des gaz, peut-être qu'il y a des colites, peut-être que, là, il y en a des plusieurs. Mais au final, ne trouve rien. Les parents finissent par se dire, évidemment, que l'enfant, ben, il cherche l'attention. Et c'est ce que j'ai vécu. J'avais des maux de ventre, puis quand je parle de maux de ventre, c'était vraiment atroce. Là. Des maux de ventre pliés en deux, et un coup que j'avais été malade, généralement, je récupérais extrêmement rapidement, ce qui faisait que, ben, c'est comme si j'avais rien eu finalement, alors qu'une gastro en général va durer quelques jours. Bon, on parle de quelques heures, des fois ça durait peut-être 1 heure, des fois 3 heures, mais tout est fini après. Alors ça, c'est un des premiers symptômes avec lesquels j'ai dû me battre pas mal toute mon enfance et pour lequel on ne m'a jamais cru. Donc ça commence bien une vie d'enfant, évidemment. Le deuxième symptôme, je vous dirais, le plus important de cette maladie-là comme telle, c'est, en fait, le terme exact médical, on appelle ça des acroparesthésies. En fait, c'est des brûlures aux mains et aux pieds, en fait aux extrémités, mais surtout aux mains, je vous dirais. C'est une sensation de brûlure. Imaginez-vous comme si vous aviez les mains qui vous passent au feu, mais c'est comme si les os vous passent au feu. Donc, évidemment, ben, vous regardez vos mains, ça ne paraît pas, s'il n'y a rien qui est visible. Moi, je me réveillais en pleine nuit pour aller me sacrer les mains à l'eau froide dans l'évier. J'en tremblais, ça faisait mal, c'était atroce, mais il n'y a rien qui paraissait. Donc, encore une fois, consulte tes médecins. Et le médecin ne trouve rien. Et, évidemment, un symptôme de plus qui fait que, ben, tu sais, probablement qu'il cherche l'attention. Probablement que c'est dans sa tête que ça se passe. Alors, vous avez des symptômes comme ça qui apparaissent. Vous en avez à répétition, vous en avez souvent. Et vos parents ne vous croient pas. Et je ne peux, malheureusement, je ne peux pas les blâmer. Puis je ne veux pas les blâmer non plus parce que vous êtes parent, vous amenez votre enfant chez le médecin, même le médecin dit qu'il ne se passe rien, puis que l'enfant, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous voulez faire à un moment donné? Vous allez finir par vous dire que l'enfant cherche de l'attention. C'est un peu normal, je pense que j'aurais probablement réagi de la même façon aussi, après avoir fait consulter tout le monde. Et malheureusement, ben, il n'y a personne qui sait c'est quoi. Puis évidemment, ben, les symptômes, un coup que c'est passé, c'est fini. Ça ne revient pas avant quelques jours, quelques semaines. Donc, mon enfance, c'était ça. Le moindrement que j'allais à l'extérieur, qu'il faisait froid, un peu, les mains me gelaient à rien. Donc, j'avais aucune résistance, aucune tolérance au froid. Et c'était la même chose l'été. J'avais aucune tolérance à la chaleur extrême et à la chaleur lorsqu'il y avait beaucoup d'humidité. Donc, j'étais un enfant actif, mais j'étais tout le temps plus lent que les autres et j'avais tout le temps plus de difficultés que les autres à faire des activités physiques. Fait qu'imaginez-vous à cette heure un petit peu passer une enfance complète à être obligé de souffrir en silence. Souffrir en silence, pourquoi? Parce que personne ne vous croit. Fait que vous finissez par douter de vous, vous finissez par dire dans votre tête que, ben, écoutez, ça doit être dans ma tête, là, je dois être fou, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, c'est ça l'enfance que j'ai vécue par rapport à la maladie. La suite avec l'adolescence, vous allez voir, ça se corse un petit peu. À tout de suite. Donc, vous avez vu avec un petit peu la vidéo sur l'enfance. Évidemment, c'est résumé assez rapidement, je vous dirais dans 5 minutes, mais ça vous donne quand même une petite idée là, de par où j'ai pu passer étant jeune. Évidemment, on vit tous des événements marquants dans une vie. Il y a certains événements qui, je vous dirais, viennent un peu modifier notre vie ou notre vision des choses. Il y a un événement que je dois vous raconter qui est quand même assez important, qui a eu une incidence sur beaucoup de choses dans ma vie par la suite, qui n'est pas nécessairement en lien avec la maladie, mais vous allez voir plus tard qu'il y a un lien directement connecté.
que maintenant je suis capable de faire les liens, mais à l'époque, je n'étais pas capable, évidemment. À l'âge de 10 ans, ma mère, à cette époque-là, ne voulait pas que je voie mon père. Donc, disons que juste ça, c'est déjà un stress pour un enfant. Parce que, outre la maladie, évidemment, l'enfance n'a pas été simple non plus au niveau familial. Je vous passerai des détails. Un jour, peut-être que j'en parlerai, mais quand même. Bref, j'ai été au moins pendant un an où j'avais pas le droit de voir mon père du tout. Et ma mère voyait encore à l'époque un homme qu'elle avait fréquenté. Cet homme-là était médecin à Joliette. Et c'est devenu un peu comme, je dirais, mon deuxième père. C'est quelqu'un que j'affectionnais particulièrement beaucoup. Quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Et, ben évidemment, ma mère me faisait garder régulièrement par lui. Il n'était pas jeune, il était malade. C'est un homme qui faisait de la dialyse à l'époque. Il avait des problèmes avec ses reins, donc sa santé n'allait pas très bien. Ceci étant dit, une journée, j'étais un enfant qui était plutôt très, très ponctuel et cette journée-là, la veille, il était rentré aux soins intensifs. Ça se donne qu'il était là une seule journée, il est ressorti. Je me souviens plus pour quelle raison, qu'est-ce qu'il y avait eu. Bref, il était ressorti de l'hôpital. Il habitait pas loin de l'hôpital d'ailleurs. Et le lendemain, ma mère tient à tout prix à ce que je me fasse garder par lui. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée en soi, mais quand même. Bref. Et à l'époque où, lorsque je me faisais garder, en fait, par cet homme-là, régulièrement, on allait manger du Saint-Hubert ou il faisait venir du Saint-Hubert. Ce soir-là, pas différent. Il fait venir du Saint-Hubert. Bon, ben, je mange et je décide d'aller jouer avec des amis à l'extérieur. Et il me donne une heure de rentrée, qui était, je pense, 7 heures à l'époque. Étant un enfant extrêmement ponctuel, je viens pour me présenter à la maison à 7 heures, à l'appartement en fait, et il y a une voix dans ma tête qui me dit « Va-t'en pas chez vous, faut pas que t'ailles chez vous. » Je décide d'écouter cette voix-là, je croise un autre ami en cours de route, et j'arrive une demi-heure en retard chez moi. Ben, en fait, c'est chez lui, évidemment. Donc, une demi-heure en retard. Et à chaque fois que je rentrais dans l'appartement, il me disait toujours Salut mon coco. Et cette journée-là, lorsque je suis rentré dans l'appartement, il n'y avait pas de Salut mon coco. Il n'y avait pas de réponse. Et en mettant les pieds dans l'appartement, j'ai eu pour la première fois de ma vie, j'ai eu le feeling de ressentir ce qu'était la mort. Évidemment, j'ai 10 ans, je ne peux pas l'expliquer, donc je me précipite dans une des chambres, en fait dans la sienne. Évidemment, il n'est pas là. Je me précipite dans la chambre où moi j'étais habituellement, il n'était pas là non plus. Et lorsque je prends le corridor pour arriver dans la cuisine, il était tendu au sol. La panique me pogne. J'essaie de le virer. Il est à plat ventre. En fait, j'essaie de le virer sur le côté. J'essaie de prendre son pouls, mais je ne sais même pas comment ça marche à cette époque-là. Et le 911 à cette époque-là n'existait pas. Donc, prends le téléphone, compose le numéro de ma soeur, de ma demi-sœur en fait, et elle est allée chercher des services ambulanciers qui se sont présentés sur place. Ils sont partis avec. Et je suis resté seul dans l'appartement. Avec l'angoisse que ça amenait, évidemment, avec la peine que ça amenait, je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que ça allait pas bien. Et je me souviens avoir entendu ma demi-sœur revenir sur la rue de loin là, et en pleurant. J'ai compris que malheureusement, c'était la fin. Alors, je venais pour la première fois, dans le fond, d'être confronté à la mort et à la mort de quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Non seulement j'étais confronté à cette mort-là, en fait, mais c'est moi qui l'ai trouvé mort. À ce moment-là, je vous dirais que est né en moi ce désir, ce besoin, cette compulsion de ne plus jamais être pris au dépourvu. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert que je ferais tout pour devenir du personnel soignant, que ce soit ambulancier, médecin, peu importe, mais que plus jamais je ne vivrai avec cette incapacité d'agir
c'est un feeling qui est vraiment pas chouette, en fait, de ne pas, d'être paralysé, de ne pas savoir quoi faire. J'en cherche même des mots, là. Bref, et ça a émergé dans ma vie pendant plusieurs années. Évidemment, à l'âge de 10 ans, on ne devient pas ni ambulancier, ni médecin, ni infirmier, mais l'idée était déjà assez implantée dans ma tête pour que ça fasse son chemin. Plus jamais je ne me sentirais impuissant face à une situation de la sorte. Alors, je vous ai conté ça, puis vous allez comprendre en fait pourquoi. Parce que comme vous avez compris dans une des vidéos juste avant, je vous explique que j'ai fait 12 ans d'ambulance, donc j'ai travaillé 12 ans comme ambulancier paramédic. Et bien, cet événement-là de mort est venu forger ça dans ma vie, en fait, et c'est ce qui a fait que j'ai voulu, j'ai forcé, j'ai poussé pour devenir technicien ambulancier paramédic, parce que je ne voulais pas revivre ça. Je ne voulais pas revivre cette impuissance-là. Ça, c'était clair dans ma tête. Il y a d'autres raisons aussi qui m'ont poussé, mais quand même, ça, c'est une des raisons majeures. Et le fait de devenir ambulancier, je vous le raconterai plus tard, mais a aussi mené au diagnostic de la maladie. Donc, tu sais, des fois dans la vie, on dit que les événements sont interreliés. On ne comprend pas toujours pourquoi. Beaucoup de gens vont dire « Ah, ben tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. » Ben, malheureusement, souvent, c'est assez vrai. C'est juste que quand on a la face dedans, on ne le voit pas. C'est par la suite qu'on finit par comprendre un peu les liens qui se sont tissés au fil des événements. Donc, ben, je vous invite en fait à écouter le prochain vidéo parce que j'ai eu un autre événement majeur qui s'est passé dans ma jeunesse et celui-là est en lien directement avec la maladie. En fait, deux événements qui sont en lien avec la maladie. Donc, à tout de suite. Rebonjour. Je viens de vous parler de l'événement marquant, en fait, du décès de la personne que j'aimais beaucoup. Petit détail que je ne vous ai pas raconté, par contre, avant de continuer. Je vous ai dit que j'étais arrivé une demi-heure en retard et qu'une voix m'avait dit de ne pas me présenter à l'heure chez moi. Et en fait, j'ai jamais su cette voix-là, évidemment, ça venait de où. J'ai jamais compris qu'est-ce qui s'était passé. Mais cette voix-là, en fait, vous direz, m'a protégé parce que selon l'heure du décès, selon ce qu'on sait en fait du décès, ben, si j'étais arrivé à cette heure, il me serait fort probablement mort dans les bras. Je suis pas sûr que ça aurait été important, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose d'ajouter au drame, parce que de voir quelqu'un, de trouver quelqu'un mort que l'on aime, c'est une chose, mais qui nous meurt dans les bras, je suis pas sûr que je m'en serais remis. T'sais. Alors au moins ce côté-là, là, j'ai été protégé. Une maudite chance parce que, bref, juste son décès, je l'ai pleuré pendant des années en fait, là, parce que c'était quelqu'un que j'adorais beaucoup et ça a modifié ma vie. Donc, j'ose pas croire qu'est-ce qui serait arrivé si il m'était mort dans les bras en fait. Bref, je vous ai parlé d'un autre événement. En fait, il y a deux autres événements majeurs qui se sont passés. Majeurs, en tout cas, il faut le dire vite. Là. À l'âge de 14 ans, il y a une année où j'ai habité chez ma demi-sœur. La même demi-sœur qui était allée appeler l'ambulance pour la personne que j'ai trouvée morte. Ça allait pas bien chez mes parents, ni chez mon père, ni chez ma mère, donc je me suis retrouvé un peu en transition chez ma demi-sœur pendant cette année-là. Et j'ai des taches qui apparaissent au niveau de la cage thoracique. Je vous montrerai une photo peut-être un peu plus tard en fait de ça. Et ces taches-là, que l'on appelle maintenant je le sais, mais qu'on appelle angiokératome, que les gens pensaient que c'était des pétichis, en fait. On va voir un médecin dans une clinique en campagne et regarde ça, ne comprend pas ce que c'est, n'a pas l'air sûr, en fait, et nous donne une prescription pour aller passer des prises de sang. Et sur la prescription, c'est marqué en stat. Maintenant, je sais ce que veut dire en stat. Mais à l'époque, ni moi ni ma soeur savions ce que ça veut dire en stat. Alors, je m'en retourne chez nous. On ne sait pas trop pourquoi, j'ai des prises de sang passées. Le médecin a été très vague, alors on ne sait pas ce qui se passe. Et il faut comprendre qu'à travers tout ça, j'ai encore des maux de ventre, j'ai encore tous les mêmes symptômes que je vous ai comptés. Là. Les mains qui brûlent, les pieds qui brûlent, les diarrhées, et le manque de souffle, bref.
J'ai réussi à faire du sport quand même. À cette époque-là, je fais des arts martiaux, je fais du taekwondo. Mais je suis toujours plus lent que les autres. C'est pénible. Mon cardio est pas bon. J'ai réussi à récupérer, j'ai réussi à faire quand même des choses, mais c'est pas facile. Bref, au secondaire, le lendemain, je me fracture un doigt en jouant au basketball. Évidemment, je retourne voir le même médecin de campagne et pour passer une radiographie. Et ma soeur de demander au médecin, ben, ça veut dire quoi en stats? Et le médecin de répondre tout bonnement comme ça, ouais, écoutez, je pense qu'il y a la leucémie. Fait que, ben, c'est ça, on va aller vérifier ça. Bonne journée. C'est un des premiers contacts que j'ai eu avec la médecine où je suis sorti du bureau complètement déboussolé. Là, tu as 14 ans et il y a un médecin qui vient de te dire que, ben, écoute, ça se peut que tu aies la leucémie. Fait que, on va aller vérifier ça. Ça te tentait pas de me le dire hier, mettons, quand tu m'as vu, que c'est ça que tu suspectais, ça? Donc, passe les prises de sang. Heureusement, les résultats sont sortis et ce n'était pas de la leucémie. On ne sait toujours pas c'est quoi. Il n'y a personne qui fait d'autres investigations et ça reste comme ça pendant un certain temps. Mais on me donne une consultation pour aller voir une dermatologue. Ce que j'ai fait. Deuxième événement, qui en fait, cet événement-là fait partie du même, je vous dirais. Là. Donc, va passer une biopsie à l'hôpital à Joliette parce que dans le fond, la dermatologue n'est pas convaincue de ce que c'est. Elle a une petite idée, mais elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine, et elle pense que, bon, ben, il peut peut-être se faire des dépôts de gras dans ces vaisseaux sanguins-là qui éclatent et qui peut causer des problèmes de santé plus tard. Donc, fait une biopsie pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et la biopsie, la dermatologue, c'est-à-dire, elle me dit, ben écoute, si je te rappelle pas la semaine prochaine, en fait, c'est que tout est beau, il n'y a pas de problème. La semaine d'après, je reviens chez nous de l'école un soir, chez mon père, parce que là, j'étais retourné chez mon père à cette époque-là. Il s'est passé relativement du temps, je suis rendu, je pense, à 16 ou 17 ans. Il y a un mot sur mon bureau de chambre et ça dit rendez-vous à l'hôpital avec la dermatologue, exemple, à 7 heures le lendemain. Évidemment, la panique me pogne parce qu'elle a pris la peine de me dire que si j'allais la rencontrer, c'était pas des bonnes nouvelles. Alors, je me présente à l'hôpital pour voir la dermatologue en question. Un peu la tête entre les jambes, un peu nerveux. Bonjour, M. Sévigny, comment allez-vous? Ben, pas sûr que ça va très bien, là, docteur. Ah non, faites-vous-en pas. Écoutez, je me suis juste trompé de peau pour la biopsie. Je l'ai mal entreposée, donc la biopsie n'est pas bonne. Faut que j'en prenne un autre. Ah ben oui. Ben oui, pourquoi pas? Et tu pourrais-tu te tromper de diagnostic aussi tant qu'à y être, ça? Alors, fait une deuxième biopsie. Et cette deuxième biopsie-là, ben, ne révèle finalement rien d'anormal. Et à 17 ans, ben, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui se passe avec ma santé. Le deuxième événement majeur qui s'est passé avant que je passe au début de l'âge adulte, en fait, qui a aussi une incidence avec la maladie et qu'on ne savait pas non plus. Un soir, à cette époque-là, je travaillais au restaurant McDonald's. Un soir, en plein hiver, il fait extrêmement froid et je dois aller sortir les poubelles à l'extérieur. Évidemment, 17 ans, jeune fringant, une tuque, c'est pas bon pour c'est juste bon pour les autres. Sors à l'extérieur avec les vidanges, avec rien sur la tête, évidemment, passe quelques minutes, je rentre dans le restaurant et j'ai les deux oreilles gelées dures. Réflexe, je vais mettre la tête au-dessus des grilles pour faire cuire la viande. C'est chaud, ça fait du bien. Et au même moment où l'oreille commence à me dégeler, mon oreille droite s'est décidée comme ça de bloquer. Et ça a affecté mon centre d'équilibre. Mais le temps que ça s'installe, il se passe quand même pour moi une bonne heure, je dirais. Donc j'ai le temps de finir de travailler, j'entends plus rien de l'oreille droite, complètement bouché. Et je restais pas loin de chez mes parents à cette époque-là. Et je décide d'arrêter chez un ami en chemin en finissant de travailler. Et cet ami-là, à pied, demeure à 3 minutes de chez mon père. Lorsque je suis parti de chez mon ami, là, ça a eu le temps de s'installer. Mon équilibre avait vraiment mangé la claque.
de traverser le parc pour aller chez mon père, ça a dû me prendre à peu près une demi-heure parce qu'à chaque pas que je faisais, je tombais sur le côté. J'avais aucun équilibre. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais extrêmement étourdi. Je suis allé me coucher là-dessus. C'est resté comme ça. L'équilibre est revenu, mais pas l'oreille. Après une semaine, va consulter en clinique avec mon père et le médecin de dire, ben écoutez, c'est possiblement une otite séreuse. Donc, il y a du liquide en arrière de l'oreille. Ça devrait se résorber normalement. Ça devrait quitter normalement d'ici maximum un mois. Si dans un mois, c'est encore comme ça, revenez me voir et on verra ce qu'on peut faire. Évidemment, ça passe un mois où j'entends pas pantoute de l'oreille. Et retourne voir le même. Ben, finalement, c'est un autre médecin, parce que lui n'était pas là. Et le médecin de dire, ben, je comprends pas parce que du liquide en arrière de l'oreille, tu en as pas. Donc, je vais te faire voir en ORL parce que je comprends pas ce qui se passe. Alors, mon deuxième contact avec la médecine, avec les spécialistes, n'a pas été très bon non plus. Je rencontre un ORL à l'hôpital à Joliette à l'époque et après auscultation, après vérification de l'histoire et tout, ben, il m'annonce tout bonnement, ben écoute, c'est pas compliqué. C'est de la surdité subite. Ça arrive une fois sur 50 000. T'as été malchanceux. Puis, il n'y a rien à faire. Fait que, bonne journée. Là, c'est comme si tout était tombé au ralenti. J'ai comme pris une respiration. J'ai regardé. Je dis, là, docteur, là, vous venez de me dire, vous venez de m'annoncer, j'ai 17 ans, là, vous venez de m'annoncer que je suis sourd d'une oreille pour le restant de mes jours, qu'il n'y a rien à faire avec ça. Puis vous m'annoncez ça pareil comme si vous veniez de vous acheter un pain à l'épicerie. Ben là, vous voulez que je vous dise quoi? Y a-t-il des alternatives? Y a-t-il quelque chose? Je peux avoir le temps de digérer cette nouvelle-là, là, parce que moi, je suis un gars qui joue du piano, joue de la musique, mes deux oreilles, c'est important, puis là, on vient de m'annoncer que mon oreille était scrap. Y a-t-il autre chose à faire? Ben, je peux te faire passer un scan. OK? Ça va changer quoi? Ah, ça ne change rien, mais moi, comme médecin, ça va me protéger. Là, vous voulez m'envoyer passer un scan pour vous protéger, mais en bout de ligne, ça ne donnera rien. C'est exactement ça. Alors, je suis allé passer le scan. Évidemment, ça n'a rien donné. Et à partir de ce moment-là, je me suis ramassé en fait sourd d'une oreille. Et encore au jour d'aujourd'hui, je suis encore sourd de cette oreille-là. Mais au fil des années, en plus, s'est installé de l'acouphène à en venir fou. Ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Fait que vous voyez, en fait, les événements de la santé, il y a certaines choses qui se sont bousculées. J'arrive à l'âge de 17 ans, donc presque à l'âge adulte. Je ne sais pas ce que j'ai. On me dit que c'est dans ma tête. Je viens de tomber sourd d'une oreille. J'ai des taches sur la peau. Personne ne sait c'est quoi. J'ai des symptômes. Personne ne sait c'est quoi. À part que, bon, ben, ça doit être entre mes deux oreilles. Donc, j'ai déjà 17 ans de vie de fait et 17 ans de souffrance. Et je dois négocier et apprendre à dealer avec ça parce que ben, ça avait l'air que je suis tout seul dans cette histoire-là. Et la seule personne qui peut se croire, c'est moi-même. Je vous confirme que c'est pas très bon pour l'estime de soi se retrouver tout seul comme ça. Surtout quand on sait qu'on souffre, surtout quand on est convaincu qu'on souffre et que personne ne vous croit. Donc, ça laisse pas rien présager de bon pour le début de l'âge adulte, mais comme j'ai du caractère, j'ai continué d'avancer pareil. Donc, je vous invite à voir la prochaine vidéo pour le début de l'âge adulte, parce qu'encore une fois, ça se corse à travers ça. Donc, à tout de suite. Et rebonjour tout le monde. Tout d'abord, vous excuserez ma voix. J'ai été malade toute la fin de semaine. Malheureusement, c'est un des symptômes de maladie qui s'amplifie depuis les 2 dernières années. C'est-à-dire que dans tout le week-end, j'ai dû passer à peu près 8 heures sur la toilette. Et bon, évidemment, diarrhée, j'ai forcé pour vomir tout ce qui va avec. Fait que dans ce temps-là, j'ai la voix un peu plus maganée. Je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez bien me comprendre. Bref, comme vous avez pu voir dans les vidéos en fait avant, je suis rendu à l'âge de 17 ans. La maladie a déjà fait son chemin
il y a déjà des symptômes qui sont apparents. Et la seule bonne nouvelle médicale dans cette histoire-là, c'est que à partir de l'âge de 17 ans ou 18, les brûlures dans les mains et dans les pieds, comme je vous parlais, ce qu'on appelle les acroparesthésies, en fait, sont pratiquement disparues. Donc, bon, bonne chose. Puis je m'en plains pas, c'est correct. Maintenant, elles sont revenues un peu, là, de façon légère. Jamais comme lorsque j'étais enfant, mais sont quand même disparues en majorité. Donc, cependant, je continue à avoir des troubles intestinaux à pu finir. Évidemment, à cette époque-là, on recule il y a déjà un peu plus de 20 ans, en fait. On n'avait pas la même connaissance sur l'alimentation. Les fameuses intolérances alimentaires, le gluten et compagnie, c'était pas vraiment connu. Je ne peux pas dire que je m'alimentais tout le temps super bien, évidemment. Là, je suis parti très jeune en appartement. Je suis parti à 18 ans. Contexte familial a fait que j'ai décidé de quitter rapidement. Donc, évidemment, 18 ans, tête de cochon, tu veux partir voler de tes propres ailes, tu es convaincu que tu connais tout dans la vie. Alors, j'ai décidé de quitter. Et après 2 ans d'appartement dans la région de la Nadière, j'ai choisi de partir avec un cousin à Montréal, en fait. La ville de Joliette m'avait apporté, je pense, tout ce qu'elle avait apporté. Je n'étais pas heureux dans ce coin-là. J'avais eu un secondaire difficile, donc je décide de quitter pour la grande ville. Je décide de quitter pour Montréal. Et en fait, ce choix-là aura une incidence sur tout le restant, en fait, de ma vie. À cette époque-là, je ne le savais pas, mais évidemment, maintenant, je le sais. Donc, je suis sur le chômage quand j'arrive en ville, décide de faire un cours de sécurité et décide de commencer à travailler dans le domaine de la sécurité. Et je rencontre des nouveaux amis, rencontre des nouvelles personnes. Et il y a une anecdote par rapport à la maladie que je dois vous conter, qu'aujourd'hui, je trouve drôle. Mais à l'époque, ça avait malheureusement rien de drôle, surtout que je ne savais pas ce qui se passait. Je vous avais conté que j'avais une intolérance au chaud et au froid. Ça s'est malheureusement pas amélioré. Donc, une journée chaude d'été, décide d'aller claquer des balles de golf avec un ami du travail. Et on est dans un centre de pratique à Laval, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Et on s'installe et plaque un panier, un gros panier, puis je me donne à fond. Lorsqu'on finit, on rentre dans le commerce pour remettre les bâtons et ramener les paniers, en fait. Et je me mets à me sentir vraiment, vraiment mal, mais d'un coup sec. Je viens la face rouge, comme si je faisais un coup de chaleur, le mal de ventre me pogne, et je me précipite aux toilettes en catastrophe. Et là, je me mets à forcer pour vomir. Mais quand je vous dis que on jurait que je suis possédé, là. Le son est tellement fort, et moi évidemment, je suis dans ma bulle, je suis malade, je ne sais pas ce qui se passe. Puis, tu sais, nommez-en, j'en ai fait une coupe comme ça. Et mon ami, il ne sait pas ce qui se passe, lui. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il m'entend être malade. Je ressors de la salle de bain comme si de rien n'était. En fait, comme si c'était rien passé, il faut que j'ai la face écarlate, j'ai les yeux gonflés. Et il y avait quelques personnes dans le centre, et tout le monde me regarde, parce que tout le monde a entendu ce qui s'est passé. Alors, je suis un petit peu gêné. Mais, et dès que j'ai repris une température normale, bien, tout est normal. C'est comme si c'était jamais rien passé. Imaginez-vous une tempête, là, puis après la tempête, le ciel est redevenu super beau. Alors ça m'arrivait quand même régulièrement. Puis il n'y avait pas d'explication à ça. Là, j'ai des amis qui disaient, ben c'est peut-être qu'est-ce que tu as mangé, tu as peut-être mal mangé, bon, évidemment, il y a peut-être une gastro, ça peut être différentes choses, et on ne sait pas c'est quoi. Bref, tu es obligé de vivre avec ça. Je décide de faire une formation alors que je suis en sécurité, je décide de m'inscrire pour aller faire mon cours en prévention incendie, donc devenir technicien en prévention incendie. Je découvre en sécurité, en fait, que j'ai une passion pour ça, que j'adore ça. Donc, je vais faire la formation et durant cette formation-là, qui dure presque 1 an à temps plein, c'est le même principe, à tout bout de champ, j'ai des troubles intestinaux.
je vous dirais qu'à ce moment-là de ma vie, c'est probablement ça qui est le plus problématique. Je suis pas tellement gros. En fait, j'ai des petits os et je suis pas gros du tout, mais tu sais, je suis pas dans mon point comme tel. Là, je suis pas malade. Mais je travaille beaucoup déjà à l'époque. Je fais ma formation à temps plein de jour. Je travaille la semaine de soir en sécurité à temps plein, puis je travaille également dans un club la fin de semaine. Donc, je travaillais déjà comme un débile. Euh, J'avais pas le temps de m'ennuyer, mais ces problèmes-là continuaient à être présents pareil, puis je savais pas qu'est-ce qui se passait. Euh, et le fait de faire ma formation en prévention incendie, j'ai travaillé pour une compagnie à Montréal et je voulais à tout prix rentrer pour la ville de Montréal. Donc, à ce moment-là, j'avais encore en tête de devenir paramédic, mais tous les gens qui travaillaient dans le domaine me disaient « Va-t'en pas, paramédic, c'est de la merde, ils n'en engagent pas, ils n'ont pas d'heure, les conditions sont l'enfer, c'est désastreux. » Bref, j'ai quand même continué à faire des démarches, mais pour l'instant, c'est de côté. Et arrive un moment où il y a un concours pour la ville de Montréal en prévention incendie, et c'est juste avant les années 2000. Et je veux à tout prix rentrer. Donc, je fais application. Je n'ai pas été engagé sur le premier coup, en fait. Et on m'a rappelé un mois après pour me dire que là, ben, écoute, finalement, il y a une personne qui ne faisait pas l'affaire et ta candidature nous intéresse beaucoup. Et là, j'ai eu un choix à faire parce qu'au même moment, j'avais eu la réponse du collège antique, comme quoi j'avais été accepté en technique ambulancière. Alors, je devais décider si je voulais aller travailler pour la ville de Montréal ou si je voulais rentrer, aller faire ma formation de technicien ambulancier. Et comme j'avais ça en tête depuis, comme je vous l'ai dit, à 10 ans, depuis l'événement qui s'est passé, j'ai choisi finalement de renoncer à la ville de Montréal et aux conditions et d'aller faire ma formation comme technicien ambulancier. Pour ce faire, je devais me faire opérer au laser aux yeux, en fait au LASIK, parce que je portais des verres de contact à l'époque et comme il y avait un plus grand risque de contamination lors du port de verres de contact, c'était pas recommandé. Donc, je fais les démarches pour aller me faire opérer. Et à la clinique Laser Vue, il y a un des spécialistes là-bas qui me dit « Écoute, tu as quelque chose au niveau des yeux. J'ai déjà vu ça. C'est comme si tes yeux à l'intérieur, en fait, c'est comme si ça faisait un vortex. Ça ne m'empêche pas de t'opérer, sauf que j'aimerais ça te faire rencontrer un ophtalmologue au Montreal Children, qui est un hôpital pour enfants à Montréal, du côté anglophone. » Parfait. Donc, je me présente au Montreal Children, va voir le médecin en question, fait un paquet de tests que je ne savais même pas que ça existait à l'époque pour les yeux, et ressort de là. Lui me dit « Tes yeux vont super bien, c'est au niveau de ton sang qu'il y a le problème. » Et c'est mort dans l'œuf, je n'ai jamais eu de nouvelles de cette histoire. Donc, et à l'époque où j'ai décidé de faire mon cours de paramédic, même principe, je suis allé rencontrer un dermatologue, en fait, parce que les fameuses taches au niveau de la peau, les angiochératomes, avaient quand même pris du volume. Et si ça peut vous donner une idée, je ne sais pas si vous allez les voir. Vous voyez ici, là, les lésions qui sont rouges, ce qu'on appelle le signe du caleçon. Mais le signe du caleçon, c'est un signe qui est particulier de la maladie qui m'affecte. Sauf qu'évidemment, ben, il n'y a pratiquement personne qui sait ça. Donc, et ce dermatologue-là n'est pas plus au courant non plus. Il regarde ça, il ne semble pas comme tel là, dérangé par ça. Et je n'ai pas eu de nouvelles de ce dermatologue-là non plus. Et fait que finalement, ben, j'ai été accepté. J'ai commencé ma formation de paramédic. Il ne s'est pas rien passé, je vous dirais, d'anormal, autre mes problèmes intestinaux réguliers, le fait qu'une fois de temps en temps, j'étais plus fatigué que les autres. J'ai évidemment la surdité de mon oreille droite, et là, l'acouphène s'est installée de beaucoup. En fait, l'acouphène était déjà présente, mais là, plus ça va, plus les années avancent, et plus l'acouphène est forte, et j'en ai dans les deux oreilles. Donc, juste ça, c'est assez pour rendre fou. Mais je décide de faire fi de ça et de devenir quand même paramédic. Et en fait, cette décision-là a une incidence sur le restant de ma vie. Comme je vous ai expliqué, c'est venu me donner des connaissances, en fait, médicales
Et ça m'a permis de découvrir un peu plus au niveau du système de santé, ce qui m'a permis de naviguer à travers toutes ces dédales-là au fil des années. Mais c'est également cette décision-là qui a fait que j'ai été diagnostiqué aussi de la maladie. Donc, je vous reviens pour la suite tout de suite après.